Bonjour à tous et à toutes. Voilà, on avait envie depuis un moment de faire cette approche, je veux dire, par rapport aux entraîneurs, tous les aspects psychologiques, le stress, la vie d'un entraîneur. Et pour ça, on a demandé à Chloé, que je vous présente, qui est directrice du centre de recherche de Clairefontaine et justement qui a mené des études et qui a des outils même à utiliser dont elle pourra vous parler. Et justement, je vais lui laisser la parole, c'est pas la peine de perdre son temps. Et elle vous expliquera mieux que moi toutes les problématiques des entraîneurs. Moi, la première question, Chloé, que je voudrais poser, c'est je veux dire, on parle souvent du stress de l'entraîneur, mais pour l'avoir vécu, je veux dire, l'identifier et se dire, je suis en situation de stress, ça veut dire quoi? Comment on fait pour se dire, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose ou pas? On est tellement pris par notre métier qu'on a l'impression que le stress bah, fait partie du métier. Ouais, merci, Raymond pour cette première question, pour cette invitation aussi et puis pour avoir mis au cœur du webinaire de ce soir cette thématique qui est très intéressante. Alors j'avais pas préparé la réponse dans ce sens-là, elle m'est venue comme ça maintenant, donc je vais l'aborder. Mais, cette question du stress, de la santé et du bien-être, c'est pas du tout une question qui s'est, imposée chez les entraîneurs quand on a voulu construire le projet du centre de recherche. Parce on a conduit un audit au niveau national dans nos pôles, nos centres de formation, auprès de nos directeurs techniques régionaux et cetera et on a interrogé justement, toutes ces personnes de terrain sur quelles sont les thématiques de recherche qui les intéresseraient et sur lesquelles ils ont besoin que le centre de recherche se positionne. Et c'est parmi les réponses, il y a énormément de réponses qui sont revenues autour de 2 sujets principaux. Le premier, c'est autour de la data et comment on arrive à utiliser cet outil comme un outil d'aide à la prise de décision des entraîneurs. Je ne développerai pas ce soir, c'est pas mon champ, mais c'est une des thématiques de recherche du centre de recherche. La deuxième, c'est autour de la question de l'apprentissage et comment on peut, en utilisant les approches aujourd'hui des neurosciences, optimiser l'apprentissage, l'engagement dans l'apprentissage, la motivation, l'attention des joueurs et joueuses. Et puis, nous, on s'était dit, on aimerait bien quand même développer quelque chose autour de la santé et du bien-être, mais c'est pas du tout une réponse qui a obtenu de l'écho auprès des entraîneurs qu'on a rencontrés. Et donc c'est quelque chose pour laquelle on s'est posé la question de se dire: «Est-ce qu'on le met vraiment au menu, quoi? Est-ce qu'on va maintenir cette décision forte que d'avoir une thématique spécifique sur la santé et le bien-être?» Et on l'a fait et moi je le dis toujours, c'est l'axe qui reçoit un niveau de réceptivité énorme. Parce qu'en fait, il y a plein de représentations de la santé, du bien-être, du stress, mais auxquelles les entraîneurs, quand ils ont vu passer sur le papier: «Est-ce que vous avez envie qu'on creuse sur ce sujet?» C'était pas prioritaire, mais parce que ils l'ont pas entendu comme nous, on voulait l'aborder et ils ont pas entendu le stress, la santé et le bien-être comme des enjeux de performance et des éléments à intégrer dans le parcours de performance. Parce qu'effectivement, on est très peu sensibilisés à toutes ces questions-là, d'où le fait que parfois on est dans des situations stressantes où on ressent des facteurs de stress et on n'est pas capable de les identifier parce qu'on n'est pas psycho-éduqués à repérer les effets du stress, à comprendre comment fonctionne notre santé et notre bien-être. Et donc, je le dis, à chaque fois qu'on présente, et Nicolas pourra aussi en témoigner, à chaque fois qu'on présente cette thématique aux entraîneurs, il ne se passe pas 20 secondes avant qu'ils se mettent à hocher la tête en disant mais oui, bien sûr que c'est dans mon quotidien et j'y avais pas forcément pensé dans la manière dont vous l'avez abordé. Donc c'est l'objet de cette troisième thématique du centre de recherche, d'avoir vraiment mis la santé et le bien-être, parce que c'est des questions pour lesquelles on n'est pas sensibilisé et pour lesquelles l'environnement, malgré tout, a besoin d'être accompagné et c'est un peu l'objet du webinaire de ce soir. Alors je vais partager mon écran, comme ça je vais vous faire avec Nicolas, on vous a prévu une présentation en 3 temps et puis après on se laissera le temps pour échanger. Le premier temps, il est pour vous présenter hop, je vous le mets en diaporama. Le premier temps, il est effectivement pour vous présenter, mais c'est ce que je viens de vous expliquer là, c'est-à-dire, comment au centre de recherche on s'est structuré pour vraiment mettre au cœur de nos réflexions la question de la santé et du bien-être. Même si vous l'avez compris, c'était pas une demande initiale, mais c'était pas une demande initiale non pas parce que ça suscitait pas d'intérêt, mais parce qu'encore une fois les gens qu'on a interrogés ont pas appréhendé la question et appréhendent peu cette question, en fait, au quotidien du stress ou de la santé et du bien-être.
malgré tout, on l'a affiché comme ça et on travaille très précisément au centre de recherche sur les 3 thématiques que je vous ai dit autour de la data, de la technologie et de l'apprentissage, mais aussi optimiser la santé et le bien-être. Vous dire que du coup, dans la présentation de ce soir, j'ai un petit temps de présentation pour vous montrer un petit peu quelles sont les études scientifiques qu'on met en place et comment on mesure la santé et le bien-être chez les entraîneurs et comment on observe que celle-ci peut se dégrader ou qu'à l'inverse, elle peut se maintenir et quels sont les différents facteurs qui scientifiquement ont un rôle dans la santé et le bien-être. Bon, c'est vraiment en introduction. Et après, le but, c'est d'aller sur des aspects beaucoup plus pratiques et de vous présenter quelle philosophie, j'ai envie de dire, on défend au centre de recherche pour aider et accompagner les entraîneurs à prendre soin de leur santé, leur bien-être. Ce qui fera une passe décisive à Nicolas dans un 3e temps pour que lui puisse vous expliquer un petit peu comment il a vécu cet accompagnement du centre de recherche lors de sa formation du BEPF et qu'est-ce qu'il en tire autour de cette thématique de la santé et du bien-être. Alors vous dire aussi que mettre la santé et le bien-être au menu d'un centre de recherche, c'était un peu inédit quand même. Dans une fédération encore plus et avoir centré cette question sur les entraîneurs, c'est d'autant plus inédit. Parce qu'aujourd'hui, alors on le voit déjà médiatiquement, hem, mais aussi scientifiquement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'articles scientifiques qui commencent à traiter de la question de la santé mentale dans le sport. Ça, c'est un mouvement qu'on observe. Dans les congrès récemment, les plus grands congrès où on est allé cet été, il y a des tables rondes et des conférences entières autour de la santé mentale. Si on prend les exemples, il y a plusieurs, athlètes qui ont parlé récemment médiatiquement des difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais alors l'étage supérieur de la fusée, à cet étage-là, la question s'est pas encore beaucoup posée, à la fois médiatiquement, mais aussi scientifiquement, sur ce qui se joue chez l'entraîneur sur la question de la santé et du bien-être. Alors que la question se pose sur les athlètes, moi je trouve que c'est une très bonne chose et que ces facteurs soient pris en compte dans l'environnement sportif, tant mieux. Il n'empêche que dans la manière dont on se pose la question, on oublie des acteurs principaux dans les systèmes de performance que sont les entraîneurs. Et ça a été vraiment le cœur de notre réflexion au départ, c'est de se dire: «On est face à une population» et ça pour le coup, c'est l'ancrage terrain que moi j'avais pas jusqu'alors, j'ai apporté plutôt la valence scientifique, mais que Franck Tivillier, notre DTN adjoint en charge de la formation a observé lui ces dernières années en accompagnant les différents entraîneurs, de notamment, professionnels. Il observe 2 choses. Il observe la dégradation de l'environnement dans lequel le métier s'exerce et en réponse à ça, la dégradation des entraîneurs dans ces environnements qui sont pressurisants, c'est-à-dire, leur niveau de vitalité, leur énergie psychologique, leur capacité à s'adapter et cetera, qui au fur et à mesure sont leurs ressources, hein, tout simplement, qui s'amenuisent parce qu'ils sont dans des environnements qui sont dégradants. Entendez bien que dégradant, ça veut dire que ça diminue les ressources et l'énergie dont on dispose. Donc ça, c'était un premier point de départ, c'est de se dire: 1, on est dans des environnements qui sont de plus en plus pressurisants. 2, on est, face à une population qui est particulièrement observée et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais dans les systèmes, les entraîneurs, c'est les personnes les plus observées. Les plus observées et aussi, in fine, les plus exposées. Alors je pense qu'il y a plein de raisons à ça, mais une des principales raisons au fait que l'entraîneur, soit particulièrement exposé, c'est que c'est lui qui prend les décisions. Et ça, on l'observe pas que dans le sport, dans les systèmes, les personnes qui sont en charge de prendre les décisions, c'est celles qui sont les plus exposées. Donc on a une population qui est dans des environnements pressurisants et qui a, un rôle de prise de décision qui l'expose grandement. Et à côté de ça, il y a très peu de choses qui sont mis en place pour l'accompagner lui spécifiquement. Donc ça, c'est les observations de terrain. Et puis moi, quand, Franck m'a m'a donné cette mission de monter le centre de recherche et d'y développer l'axe santé bien-être, j'ai en tant que chercheur, mon objectif, c'était d'aller chercher aussi dans la littérature, qu'est-ce qui avait été fait pour, s'intéresser à la santé et au bien-être des entraîneurs. Bon, alors ça vous décevra pas, hein, mais ça n'intéresse pas grand monde. Il y a très peu d'études, quand je dis très peu, c'est une méta-analyse qui est sortie en 2017. Une méta-analyse, c'est une analyse de toutes les analyses qui existent déjà, qui montre qu'il y a 5 papiers qui se sont intéressés à la santé et au bien-être. Bon, c'était en 2010 des entraîneurs. C'était en 2017, il y a des choses qui se sont faites depuis, mais ça témoigne quand même d'un immense manque dans la littérature et de grandes lacunes sur le fait que les chercheurs se sont pas beaucoup posé cette question. Alors nous, ça nous paraît, peut-être un peu secondaire de se dire: «Ben, les chercheurs se sont pas posé la question», mais en réalité, ça a des conséquences très importantes, le fait que la recherche ne s'intéresse pas à ces éléments-là.
Quand il y a pas de recherche, pour moi, il y a pas de mise en avant des mécanismes explicatifs. Je vais rentrer dans le détail après, mais quand il y a pas de recherche, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a uniquement des faits descriptifs et c'est un peu ce que je vous présente là quand je vous mets les facteurs de stress des entraîneurs. Alors ça, des études sur les facteurs de stress des entraîneurs, on en a beaucoup. C'est-à-dire des études qui vont décrire ce à quoi les entraîneurs sont confrontés. Donc, c'est ce qu'on appelle des études descriptives et donc, j'en lis encore récemment, qui vont vous expliquer à quel point les entraîneurs souffrent de troubles dépressifs, d'anxiété, de consommation d'alcool, qu'ils ont une instabilité, relationnelle et cetera, et qui sont soumis à différents enfin, les causes de ces conséquences sont, l'instabilité de l'emploi, l'exigence des résultats, la pression médiatique et cetera. Mais vous voyez bien que quand on reste sur des études scientifiques qui sont uniquement portées sur des constats et qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se joue derrière, c'est-à-dire quels sont les antécédents, comment la mécanique se met en place, comment la dégradation de la vitalité de l'entraîneur, se déploie au cours d'une saison et ben, quand on n'a pas les explications, au final, quand on l'histoire, on n'a que la fin, et qu'on ne sait pas comment ça se passe, et ben, on a très peu de moyens de prévention. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau agir et à l'heure actuelle, le fait que ce soit une population très exposée, mais que derrière, on n'ait pas d'études scientifiques, ça a pour conséquence qu'on a très peu de dispositifs d'accompagnement qui sont spécifiques, adaptés et donc efficaces. Et donc c'était vraiment l'objet du centre de recherche, c'est de se dire: «On va aller creuser cette question scientifiquement» parce que derrière, on va pouvoir mettre en place des accompagnements qui vont pouvoir équiper les entraîneurs, les faire monter en compétences sur ces aspects de santé et de bien-être, parce que vous allez le voir dans les études qu'on conduit, c'est des aspects qui sont particulièrement liés à la performance et in fine, ça reste le leitmotiv des systèmes dans lesquels on est. Donc voilà un peu pour l'introduction et pour vous dire pourquoi on a mis l'entraîneur au cœur de ces questions-là et que c'était encore une fois quelque chose, à notre sens, d'indispensable parce que trop peu fait jusqu'à maintenant, alors que le besoin était existant et quand je vous dis, il se passe pas 20 secondes avant que les publics qu'on reçoit hochent la tête en disant: «Ah oui, c'est intéressant cette question», ça montre bien qu'on répond à un besoin qui est lié à l'environnement dans lequel les entraîneurs se trouvent. Donc si Oui, je vais Chloé, oui. juste une petite remarque pour ceux qui écoutent. Si vous avez des interrogations, des questions dans le chat, mettez-les comme ça à la fin, on pourra, faites-les au fur et à mesure parce que des fois on oublie, il y a un truc qui nous éveille, posez la question, écrivez-la tout de suite, comme ça après vous pourrez continuer à écouter et pas vous préoccuper de votre question. La double tâche, c'est que c'est Oui. compliqué. Mmh. Après 19h surtout. Hem, l'objet du coup de cette première partie, c'est de vous montrer un peu les études une étude scientifique qu'on met en place et encore une fois, le but, c'est de vous la présenter de manière très appliquée pour que ça prenne sens dans vos environnements. C'est une étude qui vise, je vous l'ai dit tout à l'heure, à aller accéder aux mécanismes explicatifs, c'est-à-dire sortir juste du constat que l'entraîneur est dans un environnement qui peut dégrader sa santé et son bien-être, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue et quels facteurs sont liés à ces effets-là. Et donc on a suivi, d'ailleurs Nicolas en a fait, partie l'année dernière, différentes promos d'entraîneurs qu'on a en formation à la fédération, le BEPF, le DES et puis cette année aussi le BEFF, pour mesurer tout au long de l'année, puisqu'on sait qu'ils viennent tous les mois en formation, l'évolution de leur vitalité. La vitalité, c'est une échelle qui est quand on est quand on mène des protocoles de recherche comme ça, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des questionnaires qui sont validés scientifiquement, donc qui existent déjà et qui sont validés par nos pairs. Et il y a un questionnaire sur la vitalité qui est assez court en 8 items, qui mesure, effectivement à la fois la vitalité, c'est-à-dire l'énergie que les gens ont disponible pour eux et puis aussi leur santé mentale. Donc ça, c'est un questionnaire assez court de 8 items qu'on faisait passer aux entraîneurs, mais vous voyez bien que si on s'était arrêté là, on n'aurait fait ni plus ni moins que ce qui existait déjà et on aurait mis en évidence que la vitalité de l'entraîneur, diminue au cours de la saison pour certains, à des pics et des baisses très fortes pour d'autres. On regardera que c'est pas toujours linéaire d'ailleurs. Mais bon, ça c'est la première étape. Ce qui était intéressant derrière, c'était d'aller identifier différents facteurs qui pourraient être corrélés à la vitalité, pour essayer de voir quels sont les facteurs qui peut-être, comme des études ont été conduites dans le milieu professionnel sur le burn-out, s'il n'y aurait pas des signaux précurseurs de la dégradation de la vitalité
et qui pourrait expliquer justement que la vitalité se dégrade au fur et à mesure. Et donc, on a mesuré auprès de tous ces entraîneurs 4 facteurs. On a mesuré, pareil, à l'aide de questionnaires validés, la qualité de leur alimentation, la qualité de leur sommeil, la qualité des pratiques personnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils faisaient pour eux pour se régénérer. Ça peut être, faire du yoga, ça peut être, courir en forêt, ça peut être faire des puzzles avec ses enfants si c'est vraiment ça qui vous régénère. Mais quels sont les temps de pratique que l'entraîneur met en place pour prendre soin de lui? Et le quatrième facteur, c'était la qualité des relations. Qualité des relations, qu'on mesure à la fois dans l'environnement professionnel, donc vos joueurs, votre staff, vos dirigeants, mais aussi dans le milieu personnel, votre famille et vos amis. Et en fait, comme on les voyait tous les mois et qu'on mesurait ça tous les mois pendant 1 an, à la fin de l'année, on a les courbes et on commence à regarder, en fait, quelles sont les variables qui commencent à diminuer et qui pourraient justement expliquer que la dégradation se met en route et quelles sont les variables qui sont particulièrement reliées à la vitalité, sur lesquelles il faut mettre un accent fort parce que ça a un impact important. Et donc pour vous faire très rapidement un peu ce qu'on a observé, on a observé, comme je vous l'ai dit, la partie un peu descriptive, la dynamique de l'évolution de la vitalité dans une saison. Donc là, je vous ai mis une courbe d'un entraîneur qui a été relativement, stable, en bleu foncé, c'est la courbe de l'entraîneur, en bleu clair, c'est la moyenne du groupe de BEPF l'année dernière. Alors, si déjà on peut donner une indication, entre les entraîneurs du BEPF et les entraîneurs du DES l'année dernière, je vous l'ai dit, les entraîneurs du BEPF, c'était pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pics, de bas, et cetera. Là, c'est un entraîneur plutôt stable, mais on a eu des courbes beaucoup plus, avec beaucoup plus de relief, si je peux le dire comme ça. Les entraîneurs du DES, c'était beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un niveau de vitalité en début de saison et puis au fur et à mesure, on sent qu'ils empiétaient dans leurs ressources et que ça diminuait avec une difficulté à ressortir un peu la tête de l'eau quand la dynamique de dégradation était engagée. Donc ça, c'est un des premiers éléments de l'étude qu'on a pu mettre en avant. Mais après, ce qui était intéressant, c'était d'aller regarder pour chaque entraîneur, quels sont les facteurs, donc les autres variables dont je vous ai parlé, l'alimentation, le sommeil, les pratiques personnelles, quelles sont celles qui étaient reliées à leur vitalité? Et ça, vous voyez, je vous ai mis des exemples d'entraîneurs. Donc en bleu, c'est toujours la courbe de vitalité. Et vous voyez sur l'entraîneur à gauche, sa courbe de vitalité, elle est très, très corrélée à sa courbe des relations. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans la même forme. L'entraîneur de droite, sa courbe de vitalité, elle est très corrélée à sa courbe orange, qui est la courbe des pratiques personnelles, c'est-à-dire le temps qui s'accorde pour lui. Donc déjà, on a commencé à regarder entraîneur par entraîneur, qu'est-ce qui était important pour vous? À quoi est corrélée vraiment votre vitalité? Donc ça, c'est rentré dans un détail, vraiment très précis avec les 10 entraîneurs du BEPF. Mais si on essaie de regarder de manière un peu plus globale, qu'est-ce qui se joue pour l'ensemble des entraîneurs? Quelles sont les grandes tendances? Les grandes tendances, c'est que la première chose qui commence à chuter, quand je vous disais on regarde l'histoire qui conduit à la dégradation de la vitalité, le premier facteur qui commence à chuter et qui peut prédire la baisse de la vitalité, c'est la baisse des pratiques personnelles. C'est-à-dire que, et ça, moi, je l'ai beaucoup observé dans les entretiens, quand l'entraîneur il commence à être dans le dur, la première chose qu'il arrête de faire, c'est prendre du temps pour lui. Il arrête de prendre du temps pour lui, pour faire quoi? Pour faire toujours plus de la même chose, c'est-à-dire mieux préparer ses séances, mieux préparer sa causerie, rester un peu plus tard au bureau pour, se déculpabiliser de son mauvais résultat du week-end dernier. Bref, la première personne qui s'oublie dans cette situation, c'est lui-même et sauf que la première chose qu'il supprime, c'est ces activités qui sont censées le régénérer et donc le processus de dégradation, il s'enclenche généralement par la diminution des pratiques personnelles. Ce qu'on a observé aussi, c'est qu'une fois que ce mécanisme il est engagé, la variable qui est la plus corrélée, c'est-à-dire vraiment celle qui évolue en effet miroir, quand votre vitalité baisse, vos relations baissent et inversement, quand, la qualité de vos relations remonte, votre vitalité remonte et là, ça se passe en même temps, donc c'est pas un qui précède l'autre, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui le vivent et qui l'ont ressenti comme ça. C'est-à-dire que, voilà, quand moi j'ai plus d'énergie pour moi, quand ma vitalité elle est en décroissance par exemple, ben, je vais être beaucoup plus irritable à la maison, puis j'arrive au boulot, puis il y a le premier truc qui m'embête, je vais envoyer balader, mon adjoint ou autre. Enfin bref, toute cette question autour de la qualité de la relation et de la vitalité qui sont très, très reliées. Donc ça, c'est une variable qu'il faut prendre en compte. Le sommeil et l'alimentation, au final, c'est très interindividuel, c'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs pour qui ça joue et des entraîneurs pour qui ça joue pas. Mais en tout cas, les sensibiliser sur les pratiques personnelles
et sur la qualité des relations, ça a été quelque chose d'important dans cette étude. Et je vais vous expliquer après comment on s'y prend. Puis le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est qu'aussi on a regardé les courbes de performance des entraîneurs. Et on a regardé les courbes de performance des entraîneurs et on a essayé de les mettre en relation avec leurs courbes de vitalité. Et chez certains entraîneurs, on s'est aperçu que c'était pas parce que les résultats baissaient que la vitalité chutait. On avait chez certains entraîneurs des baisses de vitalité qui précédaient les baisses de performance de leur équipe. Et ça, ils ont été plutôt unanimes dans les entretiens qu'on a conduits et ils disent qu'à certains moments, ils sentent qu'ils ont plus de jus à mettre dans le système, quoi. Et quand ils ont plus de jus à mettre dans le système, ben, leur séance, elle tourne moins bien, leur groupe, il est moins réceptif, et cetera. Et donc, avoir positionné la vitalité comme un antécédent de la performance, c'est-à-dire comprenez que prendre soin de vous, ça va aussi être l'élément qui va maintenir un niveau d'énergie nécessaire dans votre groupe pour performer. C'était un message clé de cette étude scientifique. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous présenter sur la partie scientifique. Et maintenant, ce qui me semble le plus important, c'est d'arriver à vous présenter qu'est-ce qu'en réponse à ça, on a voulu mettre en place pour accompagner les entraîneurs au regard des résultats qu'on avait mis en lumière dans l'étude qu'on a conduite l'année dernière et puis qu'on continue de conduire cette année. Pour accompagner les entraîneurs, on a cette formule qui vous parlera et en plus, moi, je suis très à l'aise avec cette formule parce qu'on leur explique aux entraîneurs que vous êtes, qu'eux, c'est les experts du projet de jeu et que moi, j'ai, pour le coup, vraiment pas grand-chose à vous apporter sur cette partie-là. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. En revanche, tout projet de jeu, tout projet méthodologique, tout projet de structure, il repose sur ce qu'on appelle un projet de vie. Et vous allez voir que, et ça c'est vrai dans toutes les structures, hein, pas que dans les milieux sportifs, mais l'efficacité d'un système, elle repose effectivement sur la qualité de ce qui est proposé, mais aussi sur l'adhésion des gens à ce que vous allez proposer. Et pour permettre d'adhérer, pour renforcer la dynamisation et la cohésion, qu'est-ce qui fonctionne dans les systèmes? C'est d'avoir un projet de vie de qualité. Et donc, on explique que la santé et le bien-être, c'est effectivement partir du projet de vie pour aller au projet de vieux et pas l'inverse. Et ça fait partie de la base du message qu'on dit. Et jusqu'à là, généralement, tous les entraîneurs sont d'accord et disent qu'effectivement, c'est super important d'avoir un projet de vie dans leur structure, que c'est les premiers à faire attention à la cohésion de leurs joueurs, de leur staff, et cetera. Sauf qu'en fait, on leur explique que les entraîneurs ou les managers dans les systèmes, ils sont porteurs des projets de vie, c'est eux qui l'impulsent, c'est eux qui en donnent les valeurs, la direction, et cetera. Mais pour faire ça, il faut qu'eux soient avant tout les porteurs de leur propre projet de vie. Et ça, c'est le pas qu'on fait quand on les accompagne, en formation, c'est de les sensibiliser au fait que est-ce qu'ils ont pensé, eux, à développer un projet de vie? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ce projet de vie? Et comment ils portent attention à leur santé et leur bien-être dans cette question du projet de vie? Et c'est tout le point de départ de qu'est-ce que je mets dans mon projet de vie pour pouvoir l'incarner. Si vous voulez être convaincant, soyez convaincu. Donc, incarnez déjà votre propre projet de vie. Réfléchissez-y. On va rentrer dans les détails après. Et c'est ensuite que vous allez pouvoir le décliner, que vous allez modéliser, que vous allez inspirer vos proches, votre staff, vos joueurs, etc. Parce que vous l'aurez incarné vous-même. Et ça, c'est vraiment l'étape qui est pas. En plus, c'est des métiers. Les entraîneurs, c'est des métiers enfin, le métier d'entraîneur, c'est un métier qui est tourné vers l'autre, hein. Donc, aller faire le chemin de se dire, mais en fait, ça part de moi et il faut que j'ai ce temps de réflexion sur qu'est-ce que je mets en place pour moi, c'est pas toujours évident. Et souvent, au départ, quand on commence à travailler sur ce projet-là, notamment, on a travaillé avec les sélectionneurs avec à la fédération, on leur parlait de tout ce qu'on va mettre dans le projet de vie. Je vais vous dire ce qu'il y a après. Et ils ressortaient hyper contents et en se disant: «Ah mais c'est génial, mais ça je vais le mettre pour mes U16, ça je vais le faire pour mes U17, ça je vais le mettre en place au prochain rassemblement» et on se regardait avec Franck, notre DTN adjoint, il disait: «Bon bah, on n'a pas réussi parce que le message il est pas passé». C'est-à-dire qu'ils ressortent, ils ont trouvé ça super, mais pour les autres, quoi. Donc on est hyper vigilants sur le fait que, OK, ça peut être super pour les autres, mais si vous l'avez pas incarné, ça marchera pas. Donc, tout le projet du centre de recherche et de son accompagnement, c'est de décliner un projet de vie. Et décliner un projet de vie, c'est très philosophique comme ça, mais on a été très pragmatique. Je vais vous montrer comment. On a 3 parties qui sont très distinctes et pour s'inspirer et définir ce qu'est un projet de vie, on a réfléchi, on s'est inspiré du concept des blue zones.
Alors les Blue Zones, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est ces endroits dans le monde où il y a le plus de centenaires qui ont été découverts dans les années 2000. Ces jours-là, les démographes avaient un feutre bleu, ils l'ont entouré en bleu, donc c'est devenu les Blue Zones. Et ces Blue Zones, elles ont cette particularité qui est intéressante. Certes, les gens vivent longtemps, mais surtout, ils vivent en bonne santé et avec des taux de dépression inférieurs à la moyenne. Donc ça, pour les chercheurs en psychologie, c'est un terrain de jeu formidable parce que c'est un endroit où justement les chercheurs sont allés identifier quels sont les éléments dans l'environnement et dans la vie de ces gens-là pour qu'ils vivent heureux et en bonne santé le plus longtemps possible. Et c'est un peu ce que nous, on est allé chercher pour écrire les projets de vie des entraîneurs. Alors, ils font plein de choses dans les Blue Zones, on va pas tous les passer, mais vous vous doutez bien qu'ils vivent dans des environnements qui sont très différents des nôtres. Et le but, nous, c'était pas de se dire, bah, ce qui est fait dans les Blue Zones sur l'île d'Okinawa au Japon ou au Costa Rica va être reproductible dans le championnat français de football. C'était pas du tout l'objectif de faire un copier-coller, mais on a essayé de réfléchir à comment on pouvait transposer ces éléments des Blue Zones pour faire une Blue Zone dans le contexte du football et pour donner un ancrage aux entraîneurs quand on veut les aider à travailler sur leur projet de vie. Et on l'a modélisé comme ça et c'est les 3 parties que je vais décliner dans le temps qui me reste avant de donner la parole à Nicolas. La première chose que les gens font quand ils sont dans ces Blue Zones, c'est qu'ils apprennent à prendre soin d'eux. Et prendre soin de soi, c'est un apprentissage et je vous montrerai comment on le fait au centre de recherche. Le deuxième élément, c'est que dans les Blue Zones, ils apprennent, une fois qu'ils ont pris soin d'eux, à prendre soin des autres. C'est bien dans cet ordre-là que ça se fait. Et donc, on a tout un module autour de l'importance de la relation, de la qualité de la relation et comment je prends soin des autres. Mais ce module, il arrive après le prendre soin de soi. Et ce module, il recoupe notamment ce qui a été mis en évidence dans l'étude scientifique, à savoir l'importance de la qualité de la relation. Et enfin, le troisième pilier, auquel on ne pense pas forcément, c'est que dans ces Blue Zones, ils vivent dans des environnements de grande qualité. Généralement, c'est des îles très aérées, et cetera, ensoleillées. Alors on ne choisit pas tous là où on habite, hein, mais en tout cas, prendre conscience que la qualité de l'environnement dans lequel on est va impacter notre manière d'agir. Et je vous montrerai les études scientifiques qui montrent l'impact de l'environnement sur la santé, le bien-être et la performance. Donc voilà un peu le triptyque. Je vous Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro allumé. Ouais. Ouais, parfait. Ça y est, il a fermé. Merci. Voilà un peu le triptyque. Alors, comment on fait pour prendre soin de soi? Comment on fait pour prendre soin des autres et comment on fait pour prendre soin de son environnement? Prendre soin de soi, ça peut passer par le sommeil et l'alimentation. Et au centre de recherche, vous verrez que vous avez la possibilité, d'ici quelques jours, quelques semaines, de pouvoir avoir accès à notre site internet sur lequel on a enregistré des masterclass sur la santé, le bien-être, le sommeil, avec des experts qui sont venus parler d'éléments très pratiques. Donc ça, c'est des éléments sur, notamment le sommeil. Mais ce qu'on s'est aperçu dans les Blue Zones, dans les éléments de prendre soin de soi, c'est pas faire du sport d'ailleurs, parce que c'est pas pratiquer l'activité physique qui est mis en avant, c'est être en mouvement. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui s'inscrivent à la salle de sport. Par contre, à Okinawa, au Japon, c'est des centenaires qui jardinent des après-midi entières. En Italie, la Blue Zone, elle est dans un village de montagne hyper escarpé où, dès qu'il faut aller chercher son pain, on monte 130 marches d'escalier. Bref, ils ont mis en avant que ce qui était important, c'était pas tant l'activité sportive, mais c'était d'être en mouvement. Et en mouvement via des pratiques, via le mouvement de la vie courante, mais bon, on est quand même dans des vies qui nous sédentarisent de plus en plus, mais aussi via des pratiques psychocorporelles autour. Alors, il y a Okinawa, il parle beaucoup du Japon. Au centre de recherche, on a testé une pratique autour du Garuda. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure photo, parce que là, il a l'air de souffrir un peu quand même. Mais en vrai, c'est hyper accessible et c'est hyper agréable. C'est beaucoup moins, entre guillemets, contraignant que le yoga, où le yoga, il faut quand même un certain niveau de maîtrise pour pouvoir s'imprégner de la technique. Le Garuda, c'est un mélange de yoga, de pilates, de tai chi et de danse. La prof qui est à Clairefontaine, c'est une ancienne kiné et qui vient nous dispenser à chaque fois qu'on met en place des formations ou qu'on reçoit des groupes d'entraîneurs ou de cadres techniques. On les met en mouvement très rapidement parce que vous allez voir que quand on les met, et vous le voyez, vous, dans votre quotidien, il y a des fois, vous ne trouvez pas une solution à un problème, puis vous allez marcher en forêt, vous allez faire autre chose. Vous vous mettez en mouvement et puis la solution vous apparaît.
Parce que vraiment, quand on se met en mouvement physiquement dans son corps, on remet aussi en mouvement les programmes mentaux qui sont bien engrammés. Donc, c'est l'idée de les mettre en mouvement et de les mettre en mouvement avec des techniques qui sont particulièrement vitalisantes. C'est le Garuda notamment. Et puis, il y a un autre élément dans les Blue Zones, au-delà du mouvement, et ça, c'est pareil, ils s'en sont aperçus, alors que c'est des endroits culturellement très éloignés quand même, mais ils sont aperçus que les habitants des Blue Zones, ils partageaient comme point commun d'avoir un niveau de connaissance de soi très élevé et un sens donné dans la vie particulièrement élevé. C'est-à-dire qu'à Okinawa, ils appellent ça l'ikigai. Iki, ça veut dire la vie, et gai qui a du sens. Au Costa Rica, ils appellent ça le plan de vida, c'est-à-dire le plan de vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire concrètement dans notre vie? Quel est le sens qu'on veut donner à notre vie? Et tout ce qui est autour de la connaissance de soi, ça fait partie des leviers hyper importants de la performance, mais aussi de la santé et du bien-être. Plus les gens se connaissent, mieux ils savent faire face aux imprévus, aux difficultés et à tout ce que la vie va les obliger à surmonter. Donc, on a aussi des programmes d'accompagnement autour de la connaissance de soi. Donc là, c'est le cas de la formation Ikigai, qu'on propose au milieu sportif, mais qu'on propose aussi aux managers. Par exemple, on l'a ouvert aux managers de la fédération l'année dernière dans une optique d'une meilleure connaissance de soi pour une meilleure réalisation personnelle et professionnelle. Donc ça, c'est un peu des exemples de ce qu'on peut mettre en place pour prendre soin de soi. Et puis, on a aussi plusieurs partenaires qui viennent nous aider et qu'on propose aux entraîneurs et aux personnes qui viennent en formation. Des applications type Musicaire ou Petit Bambou. Musicaire, c'est une application de thérapie digitale fondée sur la musique. Si certains pratiquent l'hypnose, ben là, c'est de l'hypnose par la musique. C'est des programmes assez puissants. C'est un outil qui a été développé au départ dans le milieu de la santé, qui était mis en place pour les patients dans les services très lourds de chirurgie, de cancérologie, de soins palliatifs, etc. Parce qu'ils observaient que la musique avait le pouvoir de diminuer l'anxiété, la perception de douleur et améliorer le sommeil. Et donc, nous, on a fait un partenariat avec son créateur et on équipe nos entraîneurs de cette application même si on a conscience qu'ils souffrent moins que les patients dans les hôpitaux. En revanche, leur niveau d'anxiété et leurs difficultés de sommeil peuvent parfois être élevés et donc utiliser Musicaire, ça fait partie des remédiations qu'on propose. Alors jusqu'à maintenant, le Musicaire, c'était un outil fermé qui était uniquement prescrit par les médecins et maintenant, il me semble que vous pouvez le trouver en utilisation libre sur l'Apple Store avec des programmes soit sur des micro-siestes de 20 minutes, soit des programmes le soir pour vous endormir ou le matin pour vous réveiller qui sont assez complets, avec une gamme musicale absolument extraordinaire, parce que le créateur, c'est un passionné de musique qui a parcouru le monde pour créer son application avec des morceaux très différents. Ça, c'est un exemple. Petit Bambou, c'est les applications autour de la méditation, mais aussi de la respiration. On lance un vaste programme d'études autour du pouvoir de la respiration. J'en passe. Au greffe, c'est pour des outils qui mesurent justement notamment la personnalité, qui permettent d'avoir un meilleur niveau de connaissance de soi, et cetera. Des partenaires qui viennent jouer ce rôle d'apprendre à prendre soin de soi. Si je dois résumer, qu'est-ce qui est accessible? C'est de se dire: «Il faut que j'identifie dans mon environnement des activités ressources qui me permettent de me régénérer, qui viennent me permettre de diminuer mon anxiété, de favoriser mon sommeil, de me mettre en mouvement parce que c'est ça qui va faire que je vais prendre soin de moi». Et au fur et à mesure de ma vie, tout au long de ma vie, cultiver la connaissance de soi et avoir de temps en temps ce regard un peu d'introspection pour pouvoir mieux se connaître et donc mieux s'adapter aux éléments de la vie. Ça, c'est le prendre soin de soi. Prendre soin des autres, on s'est aperçu que dans les Blue Zones, les habitants qui y habitaient, ils avaient un premier cercle très rapproché, notamment la famille ou on peut l'élargir aussi aux amis, mais c'est de se dire que dans nos environnements, il y a des gens qui sont primordiaux. Il y a un premier cercle à identifier et c'est dans ce premier cercle qu'il faut vraiment nourrir et entretenir cette qualité relationnelle. Ça ne veut pas dire que les autres, on s'en fout, mais ça veut dire que c'est important d'avoir en tête cette idée de ce premier cercle et que c'est dans ce premier cercle-là qu'il faut nourrir cette haute qualité relationnelle. On prend souvent l'exemple auprès des entraîneurs quand ils arrivent dans une structure et qu'ils veulent essayer d'imposer ou du moins d'installer leur modèle. Ils c'est illusoire de penser qu'ils vont pouvoir, créer des qualités de relation, enfin des très bonnes relations avec tout le monde. Par contre, il faut qu'ils arrivent à identifier dans leur premier cercle, quelles sont les personnes sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour monter un projet, maintenir une haute qualité relationnelle dans ce cercle-là et c'est après que ça va diffuser.
Et puis, il y a un dernier élément aussi, et bon, en tant qu'entraîneur, ça vous parlera aussi, mais ils se sont aperçus que dans les blue zones, les personnes qui y vivaient avaient beaucoup d'engagement associatif. Et l'engagement associatif, il a cette double valence. À la fois, il permet de créer du lien, mais il permet aussi aux gens d'être en lien autour de causes qui ont du sens, qui font sens. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'ikigai ou le plan Devida, c'est se dire, ces gens dans les blue zones, ils mettent du sens dans ce qu'ils font et ils ont compris ce qu'ils sont venus servir, quoi, la cause qu'ils sont venus servir, quelle que soit la cause, hein, parce que c'est très variable, mais c'est se dire que voilà, il y a des causes qui nous tiennent à cœur, il y a des engagements qui sont importants et ça fait partie de cette qualité relationnelle que de s'engager dans ces causes-là avec des gens qui vont partager notre cause. Je terminerai juste en disant que depuis les années 50 à Harvard, il y a la plus longue étude longitudinale du monde qui est en cours, qui a cherché à étudier qu'est-ce qui rendait les gens heureux. Et donc, ils ont fait une étude aux États-Unis et ils ont pris en compte des dizaines de facteurs, la réussite professionnelle, le niveau économique, etc., pour en arriver à la conclusion que le seul facteur discriminant, c'est la qualité de la relation et que les gens qui vivent le plus longtemps, c'est les gens qui sont le plus entourés, d'où l'importance de bien prendre en compte ce deuxième cercle. Et puis pour terminer, je vous disais, la qualité de l'environnement, ça a son importance aussi. Et nous, au centre de recherche, on a essayé de travailler autour de ce qu'on appelle les environnements reconstituants. Et c'est des chercheurs qui se sont aperçus. Alors, le point de départ de l'étude sur les environnements, c'est généralement, on cite cette étude de ce chirurgien américain qui comprenait pas pourquoi les patients de l'aile droite de son hôpital guérissaient toujours plus vite que les patients de l'aile gauche. Et pendant des années, il a décortiqué les protocoles pour essayer de savoir qu'est-ce qui différenciait l'un ou l'autre, pour s'en arriver à la conclusion qu'en fait, les patients de l'aile droite, ils avaient vu sur le parc et la lumière naturelle, et les patients de l'aile gauche, ils n'avaient pas de luminosité et vue sur un mur. Et donc, ça a été le point de départ de l'étude de l'impact psychologique des environnements. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui témoignent de l'importance de ces environnements sur la santé, le bien-être et la performance. Et ils parlent de cette notion de reconstituant, et ça, c'est vraiment important, c'est de se dire que le but dans la vie, c'est pas d'empêcher qu'on se dégrade. C'est-à-dire que toute la journée et sûrement encore ce soir, je vous remercie d'ailleurs, on est en train de puiser dans nos ressources psychologiques, cognitives parce que vous êtes en train de m'écouter, physiques peut-être dans la journée, sociales et cetera. Tout au long de la journée, on puise dans nos ressources et ça, c'est normal, c'est la vie, ça nous impose de nous adapter. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens peuvent reconstituer le stock, renouveler, restaurer, récupérer. C'est un peu ça l'idée de la reconstitution et un des environnements qui a le plus de pouvoir reconstituant, c'est l'exposition à la nature. La balade en forêt, le bord de mer et cetera, tous ces environnements qui, de par leur pouvoir de fascination, vont pouvoir diminuer la charge cognitive et reconstituer le stock de ressources qui sont entamées dans la journée. Donc, les environnements, c'est s'exposer à la nature, mais aussi c'est aussi travailler dans nos environnements de travail, sur les couleurs, sur les fleurs, sur les formes, sur les odeurs. Il y a tout un pan de la recherche qui explique comment on peut créer des environnements reconstituants. Et au centre de recherche, ça a été un peu notre objectif de modéliser ça. Et généralement, les gens, quand ils y viennent, je prends un témoin de quelques participants ce soir, ils aiment bien, ils n'ont pas trop envie d'y repartir. Et c'est des environnements dans lesquels on se sent bien, on travaille bien et surtout on pense autrement. Moi, je suis toujours très surprise de recevoir des entraîneurs ou des directeurs de pôle qui sont pas plus loin qu'à Clairefontaine, hein. Quand ils arrivent au centre de recherche, ils ont un débit de parole super pressé. Ils s'assoient, ils sont dans une posture, hyper engagée, les épaules en avant et tout, puis ils commencent à déblatérer sur tout ce qui fonctionne pas et parfois on n'a pas commencé à parler que 1, le débit de parole va se calmer, 2, la posture va se détendre et 3, ils vont se mettre à penser solution. Ils vont arrêter d'être dans la rumination de ce qui fonctionne pas et tout d'un coup, ils vont être en train de penser solution. Et ça, très sincèrement, on l'a observé tellement de fois que j'en arrive à la conclusion que les imprégner, enfin les accueillir dans un environnement qui est très différent, qui est très ouvert sur la nature, qui est très agréable, ça joue aussi sur leur manière de penser les situations. Voilà un peu le triptyque que j'avais envie de vous présenter ce soir sur, l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin des autres et de prendre soin de son environnement pour construire un projet de vie et pour incarner ce projet de vie et c'est que, comme ça, c'est qu'en incarnant d'abord son projet de vie et en prenant le temps d'y réfléchir qu'on a la possibilité ensuite de le diffuser et de l'incarner dans les structures dans lesquelles on est,
tout en sachant et en gardant en tête que ça, c'est dans la trajectoire de la performance, puisque c'est un peu ce que je disais en introduction, hein. Bon, on est dans une fédération, donc le but, c'était effectivement aussi d'en adopter les codes et de se dire que la santé et le bien-être, c'est aussi au profit de la performance. Et ça fait partie des éléments qu'on arrive à mesurer scientifiquement aujourd'hui, donc ça renforce le message. Je donnerai pas trop de noms parce que vous allez vite les reconnaître, mais on avait un entraîneur l'année dernière qui m'avait dit, «Mais quand je courais, on gagnait» et ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça veut dire, quand je prenais le temps pour moi de courir, mon équipe, elle performait et le jour où il a arrêté de courir, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à rencontrer des difficultés. Alors c'est pas aussi linéaire que ça, hein, mais c'est pour témoigner de l'importance du prendre soin de soi dans les projets de performance. Merci pour votre, attention et puis je redonne peut-être la parole Merci. à Raymond. Oui, je ne sais pas si on posera les questions avant. Moi, Mmh. il y en a une toujours qui est là. Tu parles de projet de vie et de projet de jeu, Mmh. enfin, en liant la Mmh. performance au projet de vie. Est-ce que le projet de vie ne peut pas être la performance? Je veux dire, et de se dire: «Moi, mon objectif, c'est de réussir». Et c'est de réussir et de c'est tout mettre en place pour réussir. C'est le projet de vie, c'est ça? Et de tout mettre pour cette réussite. Est-ce que ça, c'est souvent ce qui arrive aux entraîneurs d'ailleurs? Ouais, moi ce que j'entends, en fait, réussir, c'est la finalité, en fait. C'est parce qu'on dit projet de jeu, mais projet de jeu, ça peut être ton projet méthodologique, le projet de la structure, l'objectif que tu as envie de viser. Donc, réussir, gagner, performer et cetera. L'idée, c'est comment on va vivre ensemble, quoi. Qu'est-ce qu'on va incarner en termes de relations, de valeurs, et cetera, pour arriver à cet objectif final. Moi, je le présente un peu comme étant le socle sur lequel on va construire derrière les éléments qui vont constituer le projet de notre structure et qui est parfois un peu oublié, hein. Moi, j'ai parlé de l'arrivée, toi, tu me parles du chemin pour y arriver. Ouais, peut-être. C'est un peu ça. Heu Ouais. Nicolas, qui a vécu, un petit peu et qui a testé, tous les outils, bah, tu as la parole. Explique-nous un petit peu, comment tu as vécu ça? Oui, bonsoir à tous. Je réponds favorablement à la sollicitation de Chloé parce que c'est vrai que j'ai même eu la chance de découvrir cette sensibilisation au bien-être de l'entraîneur pendant le BEPF. Et je vous en dirai plus, mais c'est même un sujet qui m'a passionné, pour lequel j'ai pas mal creusé. Donc, je vais vous le présenter en 3 temps. C'était hier, aujourd'hui et demain. C'est vraiment sur comment je fonctionnais avant, comment je fonctionne aujourd'hui et comment je vais faire en sorte de pérenniser ce fonctionnement-là, parce que l'intervention de Chloé, l'intervention de Franck m'a vraiment permis de changer mes lunettes, de poser un nouveau regard sur moi, parce que avant, quand je parlais d'hier, euh, et cette première slide, pour vous raconter, avec Chloé, on s'est eu 5 minutes au téléphone. Et on n'avait pas du tout, prévu euh, le contenu. Je me suis adapté à son contenu. Mais cette première roue, ce que j'appelle moi la roue de l'équilibre maintenant, avant, ma roue de l'équilibre, elle ressemblait à ça. C'est qu'au milieu de ma roue de l'équilibre, il y avait un gros ballon de football. Alors, le ballon roule hein, comme la roue de l'équilibre, mais sauf qu'il il prend tellement de place et il prend de la place pour plein de raisons. Vas-y, Chloé, tu peux avancer. Voilà. Le foot prend place pour plein de raisons parce que tous autant qu'on est dans notre job, on a tous affaire à ça. Et j'ai mis etc. sur les 2 colonnes parce qu'on pourrait en rajouter des dizaines ou des centaines. Euh, mais finalement, c'était de se dire, toute cette roue-là, elle prend beaucoup de place, mais ça fait pas avancer grand-chose, parce que finalement, sur moi, et c'est pour ça que je mets moi à la fin trois petits points, je me suis posé la question et je me suis dit, mais
Et moi, je fais quoi pour moi? Parce qu'on a toute cette croyance, et pour moi, c'est une croyance limitante, on a tous cette croyance que l'entraîneur, il doit être fort, qu'il doit arriver avant les autres, qu'il doit repartir avant les autres, qu'il doit rester toute la journée au stade pour être performant, et que grâce à ça, grâce à ce comportement-là, on sera performant et on va gagner des matchs. Mais avec le temps, et avec ces nouvelles lunettes, merci Chloé, je me suis aperçu que justement, je suis passé à la deuxième phase, qui est celle d'aujourd'hui, où j'ai rééquilibré la roue, avec toujours, parce que ça reste notre passion et ça reste notre métier, le ballon qui reste au cœur de cette roue de l'équilibre et qui prend une place beaucoup plus modérée et surtout une roue de l'équilibre dans laquelle je me mets d'abord moi en priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vas-y Chloé, tu peux avancer un petit peu. Voilà. C'est vraiment le moi sur lequel j'ai travaillé. Alors, j'ai la chance d'avoir mon épouse qui est dans la partie qui est thérapeute. Donc, j'ai moi-même fait ma propre thérapie pour apprendre à me connaître. Parce que finalement, je me suis aperçu, quand j'ai changé mes lunettes, je me suis aperçu que je ne me connaissais pas. Et la première des choses, c'était déjà de prendre conscience. Et prendre conscience, c'était juste se poser la question. Et quand on en parlait au BEPF avec Chloé et avec Franck, et c'est presque une question enfin, c'est pas presque, mais c'est une question qui m'a dérangé au départ. C'était de se dire, le temps pour moi, ben, pourquoi faire? Et finalement, quand je me suis posé la question, c'est là que je me suis aperçu de me dire, ben, oui, en effet, le temps pour moi, je ne le prends pas. Le temps pour ma famille, je ne le prends pas. Le temps pour mes amis, je ne le prends pas. Le temps, je le prends pour le foot, pour le ballon. Ça, oui. Ça englobe tout ça. Et je vous ai mis ce schéma parce que en travaillant sur moi, justement, il y a cette théorie, c'est la loi de Pareto. Vous pourrez aller un petit peu sur Internet pour ceux que ça intéresse. Mais cette théorie de Pareto qui dit que 20% de nos efforts nous amènent 80% de nos résultats. Et que finalement, pour combler les 20% qui nous manquent, ça va nous prendre 80% de nos efforts. Et souvent, 80% de nos efforts, c'est 80% de notre temps. Alors, je vous entends déjà, hein, vous allez me dire, bah oui, mais forcément, si j'ai gagné un match, je veux en gagner un peu plus, bah, faut que j'aille grignoter sur mon temps. Oui, à court terme, ça fonctionne. À court terme, pas de souci, parce qu'on peut passer 30, 40, 50% de son temps, si ça reste périodique. Sauf qu'au bout d'un moment, ce temps-là, de 20, on passe à 30, 40, 50, on arrive à 80. Et le temps qu'on a pour nous, on le fait avec beaucoup plus de fatigue. Et en fait, bah, la roue de l'équilibre, elle s'inverse. Elle va complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'après, on est complètement fatigué, épuisé. Et puis après l'agenda, donc là, c'est la suite Chloé, c'est que c'est un autre outil. Et justement, c'est bien de pouvoir en témoigner parce que c'est Didier Santini qui était venu en recyclage. Et forcément, Franck l'a tout de suite attaqué, entre guillemets, sur la question du bien-être et du temps qu'il prenait pour lui. La première chose qu'il nous a montré, et je refais le geste qu'il a fait à l'époque, c'est qu'il nous a dit, voilà, mon meilleur ami aujourd'hui, c'est mon agenda. C'est mon planning, dans lequel, tout de suite, on a tous la possibilité de le faire, c'est de caser, oui, les espaces pro, les séances d'entraînement, le travail vidéo, tout le travail qu'on a à faire, mais qui finalement, sans dire de respecter ces 20-80, mais et de tout de suite pouvoir caser le temps qu'on va prendre pour soi dans la semaine, le temps qu'on va prendre pour les autres, pour pouvoir nous être bien, être mieux et conserver cette courbe de vitalité. Et en plus, en s'organisant bien, enfin, moi je sais que maintenant ça me prend 10 minutes toutes les semaines, je prends mon agenda, je le note, on fait déjà un pas vers les autres. Et notamment, là j'en viens à la dimension professionnelle avec son staff, on fait un pas sur les autres avec la notion de délégué, où on a tous autour de soi un staff à qui on va pouvoir confier des missions.
Et je vais même dire parfois, c'est des missions à la maison où il y a des choses qu'on veut s'occuper nous-mêmes et qu'on peut très bien déléguer à son épouse, à ses enfants, à ses parents, etc. Et en fait, ce mode de fonctionnement-là nous apporte aussi, nous, du temps, du bien-être, mais surtout, il valorise tous ceux qui sont autour de nous. Et dans le cercle de l'équilibre, dans cette roue de l'équilibre, voilà, ça permet de motiver tous les gens avec lesquels on travaille. Et là, pour le coup, on fait retourner la roue dans le bon sens. On fait retourner la roue dans le bon sens. Et tout ça, et c'est le dernier point sur le aujourd'hui, Chloé. Se ressourcer, alors c'est d'abord conscientiser. Moi, j'ai baptisé ça mes kiffs, parce que souvent, quand on est dans la machine à laver, on commence la saison, on commence la semaine, et on fait des choses, des petits kiffs, on fait des choses quotidiennement, mais on ne les fait pas en conscience. On les fait de manière automate, de manière automatique. Ça peut être juste le café du matin. Je prends mon café, mais je suis déjà dans ma séance. Je suis déjà en train de penser à la séance. Je suis déjà en train de penser aux joueurs, au staff, etc. Alors que ce petit moment-là, il dure 2 ou 3 minutes. Non, là, je suis avec mon café. Je vous dis un café, ça peut être autre chose, mais c'est les kiffs quotidiens qu'on a tous, mais qu'au fur et à mesure, pris dans l'engrenage, on fait de manière automatique et qu'on ne fait plus en conscience. Le repas du midi, la petite sieste ou des choses comme ça, où on a souvent le cerveau qui est déjà programmé pour la suite de notre activité principale et qui nous permet d'oublier ces kiffs quotidiens et surtout qui nous permet après de programmer aussi les choses qu'on va faire pour soi de manière chaque semaine, chaque mois ou toute l'année. Et on peut quand même caser des créneaux, même si on sait que l'urgence par moment peut nous amener on peut tous caser des créneaux sur une semaine, sur un mois, sur une année, en disant, ben voilà, on a de la même manière, et c'est pour ça qu'on va arriver au projet de vie, au projet de jeu, de la même manière qu'on se met des objectifs de résultats avec ses joueurs, on met les objectifs de moyens aussi. Comment on y arrive? Ben moi, nous, c'est pareil. C'est OK, je veux arriver à ces résultats-là, mais quel objectif de moyens je m'impose, parce qu'il faut se les imposer, quel objectif de moyens je m'impose pour moi me ressourcer et donc performer. Parce que ce qu'on veut, et c'est la troisième et dernière slide, Chloé, merci, c'est que demain, l'objectif, j'en reviens aux objectifs, sur le prendre soin de soi, ça va être de pérenniser, de pérenniser cette attitude. Et on nous a beaucoup parlé durant la formation d'égoïsme salutaire. Et c'est quelque chose de magique parce que au mieux on est nous, au mieux on va rayonner autour des autres. Et Chloé l'a dit en intro, on est les premiers à être observés par les joueurs, par les dirigeants, par la presse, etc. Et si on diffuse quelque chose de négatif, on est tout de suite pris par la patrouille. Et toutes ces activités de régénération, de ressources, permettent justement d'avoir cet égoïsme salutaire qui permet que tout notre environnement va profiter de ce rayonnement. Et on en vient au projet de vie et projet de jeu, où en effet, moi je le mets dans ce sens-là aussi, c'est que le bout du chemin, c'est la performance, c'est le plaisir, et c'est quel chemin on prend, quel projet de vie on met, puis quel projet de jeu. Et dans le jeu, il y a moi, qu'est-ce que je fais pour moi, pour après être encore plus performant sur le jeu de mon équipe. Parce que la finalité, quand on fait ce job, et c'est le dernier point, Chloé, c'est ce qu'on veut tous, c'est de performer, c'est de gagner des matchs. Mais dans quel sens on met les choses? Voilà. Et après, c'est un cercle vertueux, hein, c'est-à-dire qu'on performe, ça nous redonne du gaz, et hop, on peut reprendre un peu de temps pour soi, on peut reprendre du temps pour son projet de jeu et de jeu, et on enchaîne. Et je termine juste avec ça, je vous raconte une anecdote par rapport au performer et au plaisir. J'ai eu l'opportunité de faire les vendanges cette année. Il y a longtemps que je voulais faire ça et je n'ai jamais eu le temps de le faire. J'ai pris le temps de le faire cette année et je suis également tombé dans un domaine de passionné. C'est mon oncle qui tient un domaine.
je suis tombé dans un monde de passionnés et qui passaient toute la journée au domaine, qui faisaient beaucoup d'heures. Alors, c'était une période de rush, hein, c'est les vendanges, donc pour eux, c'est une période de rush. Donc, forcément, sur cette période, les 20% d'efforts, la part du camembert, elle prend une part beaucoup plus importante, mais ça reste ponctuel. Mais ceci dit, sur cette période qui était assez courte, il y avait 2-3 vendangeurs qui avaient une attitude un peu moyenne, mais ils étaient parasités par tous ces comportements, et du coup, ils ne voyaient que les problèmes et plus les solutions. Et moi, c'était drôle parce que j'arrivais avec une certaine fraîcheur, puis moi, je faisais ça vraiment pour le plaisir, pour le coup, pas pour performer, mais je faisais ça vraiment pour le plaisir. Et de temps en temps, j'ai été obligé de leur remettre les bonnes lunettes en disant « les gars, vous avez du bon raisin et vous avez beaucoup de raisin. Donc, arrêtez de vous prendre le chou avec ça. C'est 2 ou 3 comportements sur 70 coupeurs. » Mais voilà, ils prenaient plus de temps pour eux, donc ils étaient pollués par le peu de choses qui ne fonctionnaient pas, alors que finalement, beaucoup de choses fonctionnaient. En tout cas, Chloé, merci pour l'accompagnement, et c'est avec plaisir que je pourrais éventuellement répondre à vos questions ou interrogations. Merci beaucoup. Bon, si vous avez des questions, on vous donnera la parole au fur et à mesure, vous levez la main. Moi j'en ai une qui me préoccupe toujours. Je dis, c'est la situation de stress pour les entraîneurs. On a la tête dans le sac souvent, et si on n'a pas la chance de passer au centre de recherche, comme Nicolas, bah on continue tout seul. On est dans la roue qui tourne à l'envers. Comment on fait pour s'en rendre compte? Est-ce que et on se sert de quoi, de qui, pour prendre conscience à un moment que ça va mal? Pas ça va mal, pas parce qu'il y a des résultats qui vont mal, ou même des fois les résultats vont bien et on est pareil dans ces situations de stress. Comment on fait pour s'en rendre compte et se dire, là, il faut que je fasse quelque chose? Pour moi, comment on arrête la roue? Je commence, Nicolas, et je te... Ouais, vas-y. Bah, c'est une vraie question parce que souvent, quand on s'en aperçoit, il est trop tard, en fait, hein. Le Voilà. truc nous a un peu explosé à la figure, et quelle que soit la manière dont ça a explosé, hein, soit c'est notre santé physique, hein, soit c'est avec nos proches. Enfin bref, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, pas très éduqués à porter attention aux signaux internes. Alors, si on regarde un peu les grands symptômes de la psychologie, déjà, les premiers qui doivent nous alerter, c'est les troubles du sommeil. Donc, en fait, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas un tableau clinique du burn-out ou un tableau clinique de la dépression. Ce qui va jouer, c'est si on observe des modifications. C'est-à-dire si on est assez sensible, par exemple, on est un très bon dormeur et on devient un mauvais dormeur, ça, c'est un signe auquel on peut faire attention. Si on a toujours été mauvais dormeur, ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire un burn-out. C'est juste ça que je voulais dire. Par contre, dans les signes qui sont importants, c'est les troubles du sommeil. Généralement, c'est vraiment les premiers précurseurs qu'on commence à observer dans les états dépressif puis burn-out, les troubles de l'humeur, avec quand vous sentez que vous commencez à vous êtes irritable, vous vous agacez plus facilement. Moi, je pense qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de se le dire, hein. C'est-à-dire qu'à des moments, vous supportez plus vos proches. Mais sauf que c'est tellement culpabilisant de penser ça qu'on ferme les yeux et qu'on fait comme si on s'en apercevait pas. Mais quand j'ai pas votre métier, je me compare pas mon niveau de stress au vôtre, mais moi, ça m'arrive, alors que normalement, j'adore aller chercher mes enfants à l'école, dans des périodes où vraiment je suis fatiguée, à me surprendre à pas avoir envie d'y aller. Et ça, je me dis, ça, c'est un signal que c'est pas comme d'habitude. Et je sens bien que sur ma qualité relationnelle, je suis plus vite irritable, je vais m'agacer, je vais en avoir marre plus vite, etc. Donc, le sommeil, l'humeur, l'humeur qui empiète généralement sur la relation. Et puis, c'est tous ces signaux aussi physiologiques auxquels, encore une fois, on prête pas toujours attention. Et bon, c'est pas toujours le cas, hein. Je suis pas du tout en train de dire que les gens qui tombent malades, et cetera, ils auraient pu le voir avant. C'est pas du tout mon discours, mais quand vous discutez avec certains d'entre eux, ils vous disent: «J'ai quand même eu deux trois signaux auxquels j'ai pas fait attention. J'ai quand même eu 2-3 éléments qui me montraient bien que mon corps était en train de m'envoyer des messages et que je les ai pas entendus, quoi». Donc j'aurais envie de lister ces 4 éléments, et peut-être que Nicolas veut poursuivre. Non, mais après, bon, là sur ce que tu évoques, Chloé, on arrive
un point déjà où on est bien avancé, où on n'a pas mis du tout les bonnes lunettes, etc. Moi, j'en reviens surtout à ce qu'on fait en amont, quoi. Et qu'à partir du moment où on s'est imposé, qu'on a décidé de se donner du temps pour soi, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, chaque année, et qu'on se tient son petit carnet, bah c'est aussi de se dire, bah tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire professionnellement et aussi pour moi? Donc ça peut être déjà des signes de dire, ah bah non, attention, là, aujourd'hui, je me suis oublié, j'en ai fait plus pour le travail que pour moi ou pour mes proches. Après, il y a un autre baromètre, c'est la famille et c'est l'environnement, en effet, hein. C'est que, enfin, et je crois que c'est arrivé à tout le monde d'avoir la réflexion d'un de ses enfants ou de son épouse de dire ah, tu rentres tard encore aujourd'hui, ou je t'ai pas vu, ou bah, je voulais que tu m'aides pour mes devoirs, mais tu l'as pas fait. Alors, il y a encore un truc culpabilisant derrière, mais finalement, c'est des petits signaux, je dirais, en amont, qui permettent déjà de dire attention, là, peut-être que mon hygiène de vie, mon projet de vie, je l'ai bâclé et il faut que je revienne sur les rails, quoi. On parlait aussi, Nicolas, quand on l'a un peu préparé cette question, Raymond, des signaux physiques, tu sais, la perte de poids. Et on le disait, pas plus Ouais. tard qu'il y a quelques jours, je discutais avec un entraîneur qui n'avait pas vu ses proches depuis quelques mois et c'est la personne de son environnement qui dit: «Oh, ça me fait plaisir, ta meilleure mine». Mais parce qu'en fait, nous, au quotidien, on le voit pas, mais les proches qui nous voient pas depuis pendant longtemps, enfin, qu'on voit pas régulièrement, sont des très bons indicateurs aussi, hein. Quand ils vous trouvent amaigri, Ouais. un peu pâle et cetera. Est-ce Et c'est ce que tu est-ce que disais, l'inverse, Nicolas, ouais. quand tu rentrais et que les gens te trouvaient amaigri. Tu sais, c'est Ouais, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. On me disait, oh, t'as maigri, alors je me pèse jamais, donc je peux pas savoir. Mais ouais, ouais. ceux qui ne voient pas depuis longtemps, ils disent, ouais, donc là aussi, c'est un petit signal d'alerte. Souvent, on reçoit des petits signaux comme ça, hein, de notre Mmh. environnement proche, qui veulent pas trop nous froisser, mais il y a quand même une petite phrase, il y a quand même un petit truc de dire, Mmh. tiens, attention, là, tu fais plus rien pour toi, là. Et Ça me per l'inverse est vrai, hein, Raymond. On peut aussi prendre du Oui, qu'on poids peut quand on est grossir stressé. aussi, ouais. Ouais. Non, ça me permet de rebondir sur l'idée, avec les proches, les signaux qui viennent de l'extérieur. Heu, est-ce qu'on peut conseiller et comment on peut conseiller quelqu'un de dire, avoir un référent qui est, parce qu'on s'en rend pas compte, mais comment se dire au début de, à la limite pratiquement dans les formations, on devrait l'imposer, dire: «Trouver un référent qui nous dise: là, tu vas bien, là, tu vas pas bien, là où tu es en train d'aller». Comment on peut s'entourer avec des gens qui seront des vrais signaux et sur qui on peut s'appuyer? Parce que quand on voit pas, on est tout seul. L'entraîneur, en fait, il est le responsable de tout. Donc il a personne au-dessus de lui qui peut lui dire quoi que ce soit. Et comment on peut faire? Bah, c'est exactement ce que j'allais dire et en plus, vous l'avez mis en avant dans le questionnaire, auquel vous avez répondu sur la solitude. L'entraîneur, plus il monte en responsabilité, plus il est isolé. Ça, c'est ce qu'on observe aussi dans les milieux professionnels. Les managers, plus ils sont en responsabilité, plus ils sont isolés, parce qu'il y a de moins en moins de monde au-dessus d'eux et effectivement, l'entraîneur, quand c'est à lui de tout gérer, il y a personne et moi, je l'ai enfin, on l'a souvent dit comme ça aussi dans les formations, hein, mais c'est toute l'importance de l'accompagnement et après l'accompagnement, c'est-à-dire d'avoir effectivement cette personne référente, qui soit pas forcément votre femme quand vous rentrez le soir et que vous vous racontez tout ce qui se passe pas bien parce qu'au bout d'un moment, voilà, ou alors, parce que souvent quand je donne cet exemple et moi je l'ai eu dans les entretiens, c'est pas forcément ça qui se passe le soir. C'est vous rentrez, vous avez passé une tellement mauvaise journée que c'est marqué sur votre visage, mais vous le verbalisez pas, donc c'est pas non plus très agréable. Bref, toute cette question autour de trouver quelqu'un qui est susceptible de vous accompagner et vous accompagner, ça peut être dans votre staff, si vraiment vous avez je sais pas, quelqu'un de confiance ou autre, mais c'est aussi avoir des personnes extérieures à la structure. Nous, on prône l'accompagnement, alors pas l'accompagnement, spécifique, psychologique, un thérapeute ou quoi que ce soit, mais vous avez sûrement, moi je crois beaucoup au groupe de pairs, c'est-à-dire avoir des entraîneurs qui ont été un peu vos mentors, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter une vision différente. Quand vous êtes directeur d'une structure, d'avoir des collègues avec lesquels vous pouvez aussi, échanger. Mais enfin, en tout cas, ayez en tête
que vous allez être isolé et que la solitude, c'est un des facteurs de stress importants aux conséquences négatives sur la santé et le bien-être, et que d'avoir son référent, son accompagnateur, c'est un élément important. Moi, je fais souvent le parallèle. En psychologie, on est obligé. C'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé mes études de psychologie, ça faisait partie de nos obligations d'être suivis en thérapie. Donc en fait, moi, c'est dans ma routine. C'est quelque chose auquel je pense même pas. Enfin, c'est comme ça, c'est mensuel. J'ai mon rendez-vous depuis 15 ans. Bon, bah, je dis pas qu'il faut l'obliger pour les entraîneurs, mais en tout cas, les acculturer, quoi, au fait qu'ils ont besoin aussi, dans les environnements dans lesquels ils sont, de pouvoir avoir des accompagnateurs, quel que soit le type d'accompagnateur. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir les micros. Ça, c'est parce que tout le monde a faim. Ou que On a quelqu'un été n'aime pas exhaustif, poser hein. la première Non. question. On a été très exhaustif, on a tout expliqué. C'est d'ouvrir le micro. Ben oui, personne n'a levé la main. Moi, je trouve que Nico, il n'a pas maigri du tout. T'as des amis dans l'assemblée, toi. Ici, tu dis ça. Ah, rien. Il a été très bon, il a été très bon dans sa présentation. Ah non, Sébastien. Bravo. C'est vrai. Les micros sont bien. Est-ce que, donc à la limite là maintenant, je veux dire ceux qui nous ont entendus ou ceux qui nous entendront par la suite, où ils peuvent s'adresser, s'ils ont besoin de s'ils se rendent compte en regardant par hasard, parce qu'en général celui qui en a besoin, il va pas regarder. C'est ceux qui ont envie de s'enrichir, qui ont déjà une ouverture, qui regardent. Les autres, ils ont fermé, ils sont pas venus, ça ne les intéresse pas, c'est pas pour eux, c'est pour ceux qui sont malades, hein, on le sait, la psychologie, c'est pour ça. Donc comment ils peuvent faire ou comment on peut faire, nous, pour donner des orientations à ceux qui se sont pas éveillés encore? Moi, j'essaye dans l'approche d'être hyper déstigmatisante, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est pour les fous et les malades. Oui. Mais je comprends que les gens pensent ça, hein, parce que ça a été très longtemps très mal présenté, très flou, un peu obscur. Et moi, je comprends que les gens puissent penser ça. Moi, je pense qu'il faut présenter, et on essaye de présenter ça sous l'angle de comment on optimise les ressources des gens et non pas comment on cherche à les soigner. Et donc, bon, je prêche pour ma paroisse, mais il y en a d'autres, hein, mais au centre de recherche, on a réalisé plusieurs masterclass, je vous le disais, sur la santé, le bien-être, le sommeil, etc. Et donc, c'est des approches qui, justement, sont assez déstigmatisantes dans le sens où on n'est pas là à essayer de comprendre les troubles psychologiques, mais plutôt de se dire comment on fait pour optimiser tous ces facteurs pour performer. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour des gens qui peuvent être un peu réticents ou du moins penser que c'est pas pour eux. Si on relie ça à leur projet de performance et au fait que c'est monter en compétence pour être encore meilleur, ça peut le lever. Et après, il faut aussi entendre que moi, j'avais un prof d'addiction qui nous expliquait qu'une addiction, c'était une rencontre entre 3 éléments: un produit, une personnalité et une temporalité. Et ben, pour moi, l'accompagnement psychologique, c'est pareil. C'est une rencontre entre une personnalité plus ou moins réceptive, un produit, donc un accompagnateur, quoi, qu'est-ce qu'on va proposer, et puis une temporalité, c'est-à-dire qu'à certains moments, je sais pas, Nicolas, tu serais rentré en formation il y a 5 ans, bah, peut-être que tu n'aurais pas été réceptif au message, parce que c'était pas le bon moment pour toi aussi, et il faut aussi entendre qu'il y ait des gens, peut-être ils reverront ce webinaire dans 4-5 ans et ils se diront: «Mais tiens, aujourd'hui, ça a du sens pour moi et je comprends mieux ce qu'elle a dit la dame là pendant 40 minutes.» Mais déjà, de se poser la question, qu'est-ce que je fais pour moi? Enfin, moi, ça a été le déclencheur. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que je fais pour moi? Ça met de la lumière dans beaucoup de pièces. Oui, mais pour dire, pour se poser cette question-là, qu'est-ce que je fais pour moi? Ça veut dire que tu abandonnes quelque part ton rôle d'entraîneur qui est là pour les autres. Tu as déjà Oui. compris quelque chose avant. Non, je pense- Et non. c'est difficile, c'est culpabilisant de se dire je fais des trucs pour moi maintenant, ça veut dire que je ne vais pas m'occuper ou moins m'occuper de mon équipe. Ouais. Bah, pour moi, ça, c'est une croyance limitante maintenant. C'est de penser ça, c'est une croyance limitante. C'est que je vais penser ça et je vais rien faire pour moi. Donc, je pense à l'inverse. Je me dis non, au contraire, en faisant ça, je vais encore mieux m'occuper de mon équipe. Je vais y passer moins de temps, mais je vais mieux m'en occuper.
C'est parfait. C'est comme avec les enfants. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai. Est-ce qu'il y a des questions? 3 sur 4. On va t'envoyer à Oui, Chloé. j'aurais une question, si vous me Vas-y. permettez. Oui. Alors, c'est concernant les moyens d'action. Donc, surveiller bien sûr l'alimentation, on parlait donc de la notion de bien-être, donc alimentation, le sommeil, la connaissance de soi. Précisément, concernant l'alimentation, est-ce que c'est se faire plaisir, les repas plaisir, ou c'est être attentif on va dire, aux aliments en réaction plutôt acide, etc., etc. Et sur la connaissance de soi, quels sont les outils qui seraient bons de proposer aux coachs? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à accompagner des joueurs sur les préférences motrices, le profil MBTI, etc. Est-ce que c'est aussi une idée pour les coachs? La question à l'envers, parce que du coup, elle est en mémoire. Les profils MBTI, c'est des choses qui peuvent s'appliquer au coach aussi. Moi, j'aime bien travailler dans cette approche d'optimisation des ressources avec un modèle qu'on appelle le modèle des forces de caractère, c'est-à-dire identifier quelles sont les forces qu'on possède et comment on peut les utiliser. Et ça, il y a un questionnaire en ligne qui est gratuit, qui est accessible. Le site, ça s'appelle VIA Caractère, parce que c'est le terme anglais. Mais ça, c'est pour moi, c'est une approche, c'est une porte d'entrée de la connaissance de soi, mais justement pas de la connaissance de soi sous l'angle de ce qu'on a, et comment on fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas chez nous, mais plutôt sous l'angle de quelles sont nos forces et comment on peut les optimiser pour notre métier, pour notre vie personnelle, etc. Et sur la nutrition, moi, c'est pas mon champ d'expertise. Moi, surtout, ce que j'ai cherché à mesurer dans la nutrition, c'est pas tant ce qu'ils mettaient dans l'assiette, mais c'était le comportement alimentaire, c'est-à-dire le temps qu'on passe à table, le fait que ce soit des repas partagés en famille, etc. Donc, c'est pas uniquement ce qu'on met dans l'assiette, ce qui est important, mais c'est le comportement, quoi. C'est le temps qu'on va y consacrer, c'est est-ce qu'on saute des repas, est-ce qu'on continue de manger en famille, etc. Et puis, bon, il y a beaucoup d'études dans le champ de la psychologie positive, qui est la psychologie de laquelle j'ai parlé ce soir, c'est-à-dire comment on optimise les ressources, qui s'intéressent aux environnements, qui s'intéressent aux forces de caractère, qui s'intéressent à la nutrition, et qui disent qu'effectivement, il y a certains types d'aliments qui sont particulièrement efficaces dans la réduction du stress. Je ne les ai plus exactement en tête, mais j'ai la référence du chapitre si vous la voulez un jour. Après, il y a des gens qui seront réceptifs à ça et puis d'autres qui ne le seront pas. Il faut trouver ce qui fonctionne, quoi. Il y a des gens, l'alimentation, ça va effectivement avoir un impact direct chez eux. Et puis d'autres, c'est pas ça. Et puis il y a des gens, ils vont avoir besoin de respecter cette liste d'aliments qui sont réducteurs de stress et éviter les aliments acides qui créent du stress. Et puis il y en a d'autres, ça va plutôt être se dire, bah, de temps en temps, j'ai besoin de me faire plaisir. Et ça, c'est important que j'ai ces temps de plaisir. Il faut se connaître pour savoir ce qui fonctionne. Un bon macro de temps en temps, Sabri, ça fait du bien. Ouais, scientifiquement, ouais, c'est bon, ça passe. S'il est partagé en famille, c'est bon. Oui. Ça serait intéressant de faire un truc avec nos entraîneurs. D'autres questions? Sinon, je crois qu'on va tous aller manger. Ça a donné faim. On va préparer. Eh ben encore, merci Nicolas, merci à Chloé. C'est enrichissant et c'est bien, ça fait du bien. Même moi, qui suis plus entraîneur, je me dis, je refais le bilan, je me dis, peut-être que j'ai raté quelques trucs là au passage. Hein à m'occuper plus des autres que moi. Et c'est vrai, mais c'est une bonne leçon. Nous, on va essayer de ressortir des éléments. Je veux dire, je trouve que pour pouvoir diffuser sur le fonctionnement et sur ce que tu as dit, vous retrouverez ça sur le site. Voilà, dès qu'on aura mis ça en place. Mais en tous les cas, encore merci. Et puis, on espère qu'il y aura d'autres entraîneurs qui écouteront, ceux qui commenceront à avoir une alerte, ils se diront tiens, je vais aller voir la dame là qui raconte des trucs. Qui raconte bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très bientôt à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Ouais, ouais. Au revoir.